Vous êtes sur RTL. 8h20, bonjour Mohamed Sifaoui. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabo-musulman et du terrorisme islamiste. Vous dirigez par ailleurs la revue Contre-terrorisme et vous publiez donc aujourd'hui Où va l'Algérie et les conséquences pour la France aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL ce matin. Il n'y a plus aucune dynamique, comme si le pays était mort avant même le décès de son président. L'Algérie de Bouteflika est devenue un danger pour les Algériens. L'Algérie a été livrée à la rapine. Je vous cite, pourquoi l'Algérie va-t-elle si mal ? D'abord parce que depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu véritablement un projet de société. Depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu une légitimité démocratique. Ce sont des dirigeants qui ont toujours surfé sur cette fameuse légitimité historique qui, croit-il, leur donnerait la permission de diriger le pays pour l'éternité. Et il y a une économie qui est complètement moribonde parce que même si le pays est riche, il repose sur un tout pétrole qui est donc extrêmement dangereux parce que pour peu que les prix des hydrocarbures baissent, on a une économie, passez-moi l'expression, qui se casse la gueule. Alors, au cœur du dispositif pour nous, qui regardons ça depuis l'extérieur, on est bien d'accord, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, donc candidat à un 5e mandat de président. Très clairement, connaît-on, oui ou non, son réel état de santé? Écoutez, j'ai rencontré, et c'est aussi, je pense, l'intérêt de ce livre, un certain nombre de responsables du régime, parce que bon, le régime est pourri, mais ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas tous pourris. Et certains sont des fonctionnaires qui sont eux-mêmes ulcérés. Et qui s'inquiètent évidemment, ils s'inquiètent d'abord pour l'avenir du pays, parce que là, c'est le devenir d'une nation qui est en jeu. C'est plus une question politique uniquement. Donc j'ai pu collecter quelques confidences, d'autant que souvent, ils sont beaucoup plus souvent à Paris pour certains qu'à Alger, notamment pour des raisons de santé. Je ferme la parenthèse. Et d'ailleurs, cette question de raison de santé où tout le monde vient se soigner ici montre que nous avons face à nous, en Algérie, un système de santé qui est totalement sinistré. Il n'y a aucun pays au monde, me semble-t-il, où des dirigeants vont se soigner ailleurs. Donc, l'état de santé du président Bouteflika est, selon toutes les informations que j'ai collectées, le suivant. Il est dans l'incapacité totale d'exercer une mission de président de la République. En revanche, il est conscient, c'est-à-dire que j'ai voulu, de façon très pédagogique, rappeler, parce que la question a été posée, comme on est dans le ridicule, il n'est pas mort, il est vivant. Oui, mais il fallait la poser cette question, oui, bien sûr. Mais évidemment, mais on comprend, parce que vous avez quelqu'un qui n'a pas parlé à sa population, ni à l'opinion publique internationale depuis plusieurs années. Il est en mesure de dire « je veux rentrer chez moi ». Il n'est pas en mesure d'exercer sa fonction. Et il ne faut pas faire l'erreur de le dédouaner. C'est lui le responsable. Ce que fait son frère, Saïd Bouteflika notamment, c'est de compenser quelque part la partie malade, la partie atteinte, non fonctionnelle de son cerveau, parce qu'ils ont toujours eu une relation fusionnelle, en transmettant finalement les directives, en parlant au ministre, etc., mais sans jamais trahir la pensée de son frère. Donc il est encore lucide, mais en incapacité de gouverner, pour dire les choses simplement. Il est dans l'incapacité, et ça je suis catégorique. Le certificat médical qui va être produit au Conseil constitutionnel dans le cadre du dossier de validation de la candidature de Bouteflika est un faux grossier, parce que même des médecins que j'ai rencontrés en montrant les vidéos des médecins français de manière totalement froide, en donnant un avis technique, m'ont dit ce monsieur est dans l'incapacité de gouverner. Une apparition publique d'Abdelaziz Bouteflika a été prévue le 24 février, c'est-à-dire dimanche. C'est un événement, est-ce qu'elle aura lieu ? Non, parce que il y a des appels à manifester qui inquiètent d'ailleurs le régime à partir de demain, le 22 février. Contre le président Bouteflika ? Alors, il y a 3 types de manifestations. Il y a des manifestations pour le 22 février, des manifestations pour le 24 février et des contre-manifestations organisées par le FLN qui veut mobiliser sa clientèle habituelle pour sortir dans la rue. Mais c'est dangereux parce que il y a une population et une jeunesse qui est très en colère aujourd'hui et qui pourrait se retrouver dans une situation, je pense que le régime voudrait créer quelque part une situation quasi chaotique pour reprendre la main. 2 questions dans la continuité de ce que vous venez de nous dire. Que pensent vraiment les Algériens, peut-on le savoir ? 2, à quoi faites-vous allusion quand vous évoquez la entre guillemets, clientèle du FLN qui est appelée à aller manifester pour soutenir le pouvoir. Là, vous savez, ce pouvoir, depuis l'indépendance, a été chargé d'une double mission, la captation de la rente et sa répartition selon son bon vouloir. Selon son bon vouloir, c'est-à-dire vers ceux qui soutiennent ce régime et sa logique, je dirais, autoritaire. Oui. Donc, vous avez un certain nombre d'oligarques, vous avez des petits citoyens qui sont aussi achetés
tout simplement. C'est l'un des pays les plus corrompus, les plus corrupteurs au monde actuellement, hein, selon les indices reconnus sur le plan international. La question, si vous voulez, qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est un régime qui a laminé la société civile, qui a laminé les oppositions et qui ne repose que sur disons, passez-moi l'expression, des larbins, en fait, qui sont là, qui sont intéressés et qui ont intérêt, finalement, contre toute logique, à soutenir ce régime. Vous évoquez un clan qui gère le pays. Je vous cite, comme on administre un squat récupéré par la force. Mais ils sont combien ? Ils sont pas si nombreux que ça. C'est-à-dire, à l'intérieur du régime, vous avez des gens qui ont fait main basse sur les attributs de la souveraineté, comme on dit communément, et ils dirigent le pays. Vous avez un chef d'état-major qui a été nommé à ce poste alors qu'il n'a aucune qualification, véritablement, hein, de l'avis y compris de la plupart de ses subordonnés, que j'ai eu l'occasion, y compris des retraités, de rencontrer, qui décrivent un homme rustre, un analphabète quasiment, qui fait honte à toute institution militaire, et qui, par ailleurs, a de nombreuses casseroles, parce qu'il a des entreprises des entreprises donc privées, qui sont gérées par ses enfants, et qui passent des accords, par exemple, ou des contrats avec l'armée, qu'il dirige. Et ça, enfin, c'est par exemple, l'une des entreprises qui lui appartient à travers son fils est l'un des principaux fournisseurs en agroalimentaire pour les casernes de l'Est du pays. Alors, Mohamed Sifaoui, vous avez entre autres dans votre livre celui que vous appelez un témoin inattendu, bref, une gorge profonde qui échange avec vous notamment sur messagerie privée. Est-ce que vous êtes sûr aussi de ne pas être manipulé ? Il y a toujours, de ne pas être utilisé, vous comprenez ma question. Un journaliste, et nous connaissons tous cette question, oui. Un journaliste prend toujours le risque d'être manipulé quand, notamment dans des pays comme ça, mais j'ai été très clair, c'est-à-dire j'ai dit oui, effectivement, je ne connais pas les intentions de ce monsieur, pourquoi il a accepté de répondre à mes questions. On a commencé à échanger par messagerie cryptée. Après, il s'est rendu sur place à Paris pour me rencontrer, où je l'ai interviewé pendant 5 jours. Où va l'argent de la rente ? Puisque ce sont, par définition, des milliards qui ont été exploités. Ce pays, vous l'avez rappelé au début de notre entretien, est un pays qui a des ressources, un pays riche. Vous citez notamment le cas, mais bien entendu, il y en a d'autres, d'un ministre algérien, ancien ministre algérien de l'Industrie et des Mines, dont on s'était rendu compte qu'il avait détenu une société au Panama. Est-ce que ça doit s'appliquer à l'ensemble des cadres qui ont dirigé le pays depuis 70 ans ? Alors, je n'ai pas les détails où va l'argent, mais je pense que si les autorités françaises arrêtaient de soutenir ce pouvoir corrompu et corrupteur, on saurait qu'une partie de l'argent vient en France. Je crois que la France, surtout, et ça c'est un vrai débat, qui aujourd'hui, où la population se pose des questions sur les flux migratoires, etc., devrait revoir sa politique globale quant au soutien de ces types de dirigeants, parce que ce sont ces types de dirigeants qui font partir leur population. Mohamed Sifaoui, on ne peut pas se séparer sans parler de l'avenir. Où est l'alternative ? Est-ce qu'elle existe ? Le pouvoir algérien a créé les conditions du vide pour dire, regardez, à part Bouteflika, il n'y a personne. En fait, aujourd'hui, en apparence, il n'y a pas d'alternative crédible. Et c'est pour ça que tout le monde, les dirigeants, notamment occidentaux, acceptent l'option Bouteflika sans broncher. Parce que, justement, ils ont créé, d'une part, les conditions du vide, et d'autre part, un antagonisme de façade avec l'islam politique. Et vous savez, à juste titre, à quel point... De façade ? Bah oui, parce que ils sont complices. L'islamisme est au pouvoir. On les a très souvent présentés comme étant des partenaires dans la lutte contre le terrorisme à nos côtés. Alors ça, évidemment, les Algériens avaient toujours intérêt à coopérer sur la question de la lutte antiterroriste. Mais la lutte antiterroriste ne doit pas être l'alpha et l'oméga. Il y a la matrice idéologique, l'islam politique en l'occurrence, celle des salafistes et celle des frères musulmans, c'est un partenaire du pouvoir algérien. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, le pouvoir algérien instrumentalise l'islam politique sur des questions de société. Et l'islam politique est au pouvoir et à l'opposition, et dans l'opposition en même temps. Qui pour reprendre le pouvoir et qu'est-ce qui va se passer quand le président Bouteflika ne sera plus de ce monde ? Alors c'est la vraie question, parce que les dirigeants algériens ne sont plus aussi homogènes qu'ils pouvaient l'être avant, parce que Bouteflika est le dernier représentant de cette génération qui se targuait d'avoir la légitimité historique. Oui. Par conséquent, il n'y a pas une autre légitimité à part la légitimité démocratique. Par conséquent, ils sont dans l'incapacité, parce qu'il n'y a pas de consensus entre les différents classiques du régime, sur le nom à désigner pour succéder à Bouteflika. Donc c'est Bouteflika lui-même qui va gérer l'Algérie à titre
post-mortem, puisque c'est lui qui est en train de préparer les conditions pour nommer son propre successeur. Une toute dernière question qui nous ramène à l'actualité française. Le ministère de l'Intérieur a recensé donc officiellement plus de 100 mosquées tenues par un imam salafiste de notre pays. Seules 7 d'entre elles ont été fermées. Est-ce que oui, ça vous paraît normal? Mais non, c'est pas normal, et vous connaissez un petit peu mes convictions sur ce sujet. Je crois que il faut faire preuve de beaucoup plus de fermeté. Alors évidemment, nous sommes dans un état de droit, mais sur le plan administratif, je pense qu'il y a une marge, il y a une possibilité aujourd'hui pour à la fois fermer certaines mosquées salafistes, mais en plus traquer de nouvelles mosquées qui sont en train d'être érigées dans des appartements privés. Et ça, les autorités ont un vrai problème. Vous avez par exemple, j'ai découvert ça notamment à Toulouse, mais aussi à Roubaix, où vous avez des mosquées clandestines qui naissent dans des appartements privés de personnes salafistes qui réunissent leurs proches, leurs amis salafistes, et comme donc dans une encore secte. plus dangereuse, dont on ne connaît pas l'existence et où on peut se dire et faire tout ce que l'on peut imaginer. Et plus difficile à surveiller, par conséquent. Et en plus de ça, avec des enfants qui sont parfois déscolarisés, on fait croire au pouvoir public que ils suivent un enseignement à distance, oui, ce qui est faux. En fait, ils sont soumis à un enseignement salafiste. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut évidemment aborder. Où va l'Algérie et les conséquences pour la France? Le livre paraît aujourd'hui aux éditions du Cerf. C'est un événement. Merci beaucoup Mohamed Sifaoui d'être venu nous voir ce matin sur RTL. Dans quelques instants, les essentiels de l'actualité avec Jérôme Chapuis.